Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Bari Media Show podcast animée par moi, Mamadou Bari. Le Bari Media Show est un podcast où de formidables et extraordinaires entrepreneurs, innovateurs et leaders de tout horizon sont invités pour partager leur parcours, leurs challenges, leurs succès et leurs contributions significatives au continent africain, la diaspora africaine et au monde entier, afin de vous encourager d'être la meilleure version de vous-même et prendre conscience du potentiel que vous avez pour vous impacter et impacter vos entourages. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Marc Boulet. Il est le cofondateur d'Aquarium Industries, qui est une compagnie de pisciculture ou d'élevage de poissons. Il a commencé la pisciculture, ça fait 7 ans. Marc Boulet est un ingénieur en aquaculture diplômé de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala. Après avoir obtenu un baccalauréat général en mathématiques et sciences de la vie et de la terre avec mention bien, où il reçoit une bourse d'excellence de la Société anonyme des brasseries du Cameroun ainsi que la bourse d'excellence du gouvernement camerounais en tant que major de toute la région du Sud Cameroun. Il est allé à l'université pour étudier les sciences halieutiques. Sa formation lui a apporté de nombreuses connaissances, telles que la maîtrise des différents milieux aquatiques, la maîtrise de l'élevage des espèces dulcicoles d'eau douce, d'intérêt économique, des bases permettant de concevoir et d'aménager des ouvrages de génie civil utilisés en aquaculture. Grâce à ce cursus, il acquit de fortes compétences en halieutique et en 2017, il décide de co-créer une entreprise de production intensive du poisson. C'est un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau. Marc Boulet est un pionnier qu'il faut respecter. Sans trop tarder, voici Marc Boulet sur le Bari Media Show. Donc, Marc Boulet, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes en Afrique et plus précisément au Cameroun. Vous êtes pisciculteur depuis un bon moment maintenant. Avant que je pose ma première question, voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs? Oui, merci Barry de m'avoir invité sur votre plateau et je suis très ravi d'être là. Déjà, je m'appelle Marc Boulet, comme vous l'avez bien dit, et je suis ingénieur en aquaculture de formation. Je me suis formé à l'université de Douala au Cameroun et j'ai eu à faire mes études majoritairement ici au Cameroun, dans le primaire, le secondaire et où j'ai eu une bourse pour pouvoir étudier dans une école, une université ici au Cameroun et avec ma bourse, j'ai aussi eu à entreprendre et à côtoyer beaucoup de personnes qui m'ont en fait montré comment est-ce que je dois évoluer, qui m'ont en fait donné les indicateurs d'évolution, les indicateurs économiques qu'il faut vraiment toucher. Et c'est de là où je suis parti faire dans l'aquaculture de manière précise, d'où j'ai développé mon projet. Actuellement, je suis cofondateur d'une entreprise de production industrielle de poissons au Cameroun, dénommé Aquarium Industries. Donc, c'est en gros ce que je suis particulièrement. C'est quoi la pisciculture et pourquoi se lancer dans une entreprise piscicole? En fait, la pisciculture, c'est juste comme son mot le dit, pisci qui signifie poisson et culture qui signifie élevage ou production. Donc, lorsqu'une personne fait dans la pisciculture, en fait, il fait dans l'élevage du poisson. Maintenant, c'est un mot qui peut varier en fonction du milieu d'élevage. Donc, si une personne fait la pisciculture en mer, on va dire mariculture. Si une personne fait la pisciculture en eau douce, on va dire aquaculture. Bref, la pisciculture, c'est juste l'élevage du poisson. Mais maintenant, dit qu'une personne doit se lancer et faire son entreprise piscicole, c'est dit qu'il faut qu'il soit une entreprise, en fait, qui crée une entreprise qui produise du poisson. Et on sait tous en Afrique que le poisson est demandé à plus de 52% du taux de protéines de tous les animaux consommés. Ça veut dire que sur toute la masse protéinique qu'on utilise pour la consommation en Afrique, 52% viennent du poisson. Du coup, ça demande une attraction, une attirance économique. Et vu que nos États dépensent énormément d'argent pour importer ce poisson, il est donc impératif de produire ce poisson sur place. C'est pourquoi je dis qu'il est important de créer son entreprise piscicole pour créer non seulement de la valeur économique à travers la pisciculture, ou encore de pouvoir créer des emplois grâce à ce domaine qui se trouve de plus en plus demandé, étant donné que
Lorsqu'on regarde la quantité de poissons demandés et l'évolution de la population en Afrique, on se dit qu'on ne va jamais rattraper l'évolution de la population due à la consommation du poisson. Donc, ça fait tourner le cerveau en disant il faut créer ces richesses à partir de la pisciculture. Donc, moi, personnellement, j'encourage si une personne va se lancer dans la pisciculture, qu'il est important parce que non seulement ça apporte sa valeur économique, mais ça a aussi un intérêt politique, un intérêt social, parce que ça crée des emplois, ça enlève la famine, ça enlève du contexte de la pauvreté. Et aussi, ça améliore l'environnement parce que la pisciculture ne se fait pas seulement pour produire, mais aussi pour sauvegarder la biodiversité aquatique. Donc, en gros, c'est ça le but de pouvoir mettre son entreprise piscicole sur pied. Lorsque vous faites la pisciculture en Afrique, je vous assure, c'est rentable à 100% parce que, premièrement, nous avons, nous avons le nécessaire. Quand on veut faire la pisciculture, il y a un nécessaire de base. Par exemple, les 3 éléments de base qu'il faut avoir, il y a d'abord l'eau, il y a le climat et ensuite il y a la main-d'œuvre. Si vous regardez très bien en Afrique, nous sommes l'un des continents, je peux dire quoi, le plus plongé dans l'eau parce qu'on a tellement d'eau ici en Afrique qu'il est vraiment impossible de dire qu'il ne faut pas faire dans la pisciculture. Et maintenant, ça permet déjà de ne plus trop souffrir puisque un projet aussi est rentable lorsque l'environnement du projet facilite l'établissement de ce projet-là. Donc, nous, on a déjà l'eau, premièrement, donc ça facilite déjà un investissement dans ce sens. Deuxièmement, vous avez déjà le climat. On a des poissons, par exemple, au Cameroun, où je maîtrise un peu, et surtout le golfe de la Guinée. Et on a plus de 577 espèces ici en termes de poissons. Vous voyez déjà cette marge grande de poissons qu'on peut produire. Du coup, on a un climat qui s'adapte à ces poissons-là et les personnes qui sont dans le pays consomment ces poissons-là. Donc, du coup, c'est un marché direct. Et ensuite, maintenant, il y a la main-d'œuvre. On a tellement de personnes disponibles pour pouvoir faire en sorte que le projet soit efficace dans l'avenir. Donc, pour dire que le projet est rentable, c'est qu'on a le marché, c'est accessible, on a les potentialités, le climat et l'eau, et ainsi que la main-d'œuvre. Donc, du coup, lorsqu'une personne se lance dans la pisciculture, il y a plus d'avantages de pouvoir s'investir et rentabiliser que peut-être de ne rien faire. Et moi, je vais prendre quelque chose de simple. Au Cameroun, parce que c'est l'endroit où j'exerce, au Cameroun, par exemple, l'État du Cameroun dépense dans la subvention de l'importation de ce poisson près de 150 milliards de francs CFA par an. Et vous remarquez que lorsqu'ils dépensent dans l'importation de ce poisson, ils viennent donner ce poisson aux Camerounais qui achètent aussi à leur tour pour pouvoir compléter la subvention de l'État. Du coup, lorsqu'on fait le calcul, on se retrouve à une dépense de plus de 356 milliards de francs CFA en termes d'achat du poisson à l'étranger. Il y a 99% de marge pour qu'une personne puisse investir dedans et rentabiliser. C'est pourquoi je vous ai dit que vraiment, c'est rentable. Il n'y a rien à dire dedans, c'est rentable, marché accessible, les poissons se consomment naturellement ici et la demande de plus en plus est croissante. Donc, c'est un marché vraiment, vraiment très bon et très bien pour celui qui compte s'investir là-dedans. Comment ces poissons élevés se vendent-ils? Bon, pour élever le poisson, et c'est facile maintenant, vendre, c'est une autre chose parce que beaucoup de personnes demandent souvent comment on peut faire pour vendre. C'est vrai que vous avez dit c'est là, la demande est là et tout, mais où est-ce qu'on peut vendre? Moi, je dirais que les gens qui peuvent facilement vous prendre ce poisson-là, ce sont les restaurants. Les personnes même de chez vous, de votre localité, dont vos voisins, ce sont des hôtels, ce sont des grands marchés, ce sont des petits marchés. C'est vraiment la demande est vraiment de partout. Le plus important, c'est de pouvoir produire ce qu'on mange dans la localité là. Vous ne pouvez pas produire un poisson qu'on ne consomme pas dans la localité là et directement dire que vous allez avoir votre marché.
Ce que vous pouvez faire, c'est de produire d'abord ce qu'on mange dans la localité et ensuite produire d'autres espèces pour créer le besoin alimentaire la même population là. Parce que si vous avez une autre espèce que vous venez avec, il va falloir montrer que ça a une très forte valeur nutritive pour les autres qui n'ont jamais goûté à ce poisson et modifier leur habitude alimentaire face à la production de ce poisson. Donc, le marché est vraiment libre. Il y a comme je vous ai dit, les grands marchés, les restaurants, les hôtels. C'est là où nous, on vend notre poisson. Et je vous assure, là, on est vraiment dans des très grandes quantités de vente parce qu'on se retrouve souvent dans les 2 tonnes la semaine et on a une demande de 10 tonnes par semaine. Donc, ce qui fait en sorte que nous, on n'arrive même pas à équilibrer notre production actuellement à la demande que nous avons réelle. Donc, c'est un peu ça. Donc, le marché est là et vraiment, les gens sont disponibles pour consommer ce poisson. Il faut juste toucher l'espèce en réalité qui permet de pouvoir consommer ce poisson-là. Nous avons 3 espèces pour l'instant et nous avons 6 autres espèces en étude présentement. Donc, les 3 espèces qui sont en production actuellement, qui nous donnent notre chiffre d'affaires, on a d'abord le silu, qui est encore appelé poisson-chat africain ou encore Clarias garepinus, ça c'est son nom scientifique. Et ensuite, on a la carpe, qui est encore appelée la carpe commune ou bien Cyprinus carpio. Ce sont les poissons qu'on retrouve continuellement ici chez nous, même aussi en Afrique de l'Ouest. Maintenant, on a aussi le tilapia que vous pouvez connaître partout. Le tilapia du Nil en particulier, c'est ça que nous on produit ici, qui a encore son nom de Oreocomis niloticus. Donc, ce sont les 3 espèces que nous élevons ici. Mais entre autres, nous avons, comme je vous ai dit, 6 autres espèces qui sont en cours d'étude pour nous, pour pouvoir mettre ça dans notre processus de production. Nous avons le poisson ministre, le mâchoiron. Nous avons le kanga, nous avons la carpe africaine, la perche du Nil ou le capitaine d'eau douce. Nous avons le poisson vipère. Bref, on a plusieurs espèces que nous avons déjà classifiées, que nous sommes en train de faire en fait d'études et vous aurez le temps, le jour où vous serez au Cameroun, de voir comment est-ce que nous avons développé cela ici, Monsieur Barry. Je veux bien. Le jour où je vais aller en Afrique, je vais certainement aller vous rendre visite là-bas, sans doute. Ravi. Alors là, quelles sont les clés nécessaires pour réussir son projet piscicole? Premièrement, lorsque vous voulez mettre votre projet sur pied, il faut d'abord vous rassurer que vous avez le marché. Ça veut dire que le marché est réel. Est-ce que vous avez la possibilité de vendre ce poisson si un jour vous commencez à produire? Ça, c'est la première clé que moi j'énumère souvent. La deuxième clé, c'est est-ce que vous avez l'eau? Est-ce que vous avez les conditions de production réunies à l'instar de l'eau? Il faut avoir l'eau en quantité et en qualité. Est-ce que vous avez un site qui est regorgé d'eau? Et si c'est que vous n'avez pas un site qui est regorgé d'eau, est-ce que vous avez la possibilité de faire un puits, un forage, n'importe quoi? Mais il faut avoir l'eau en quantité et en qualité. Et puis, il faut aussi que la personne qui, en fait, lance son projet puisse être concentré sur ce projet-là. Beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont dans la diaspora, donc en Europe, en Asie et en Amérique, quand ils ont des projets en Afrique, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient l'argent, ils envoient le matériel et tout, mais parfois, c'est souvent très difficile que le projet puisse réussir parce qu'il n'y a pas un meilleur suivi. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut suivre son projet soi-même. Il faut suivre son projet soi-même. Il est difficile de pouvoir suivre son projet à distance si vous n'avez pas une personne de confiance sur le terrain. Et maintenant, si vous avez une personne de confiance sur le terrain, il y a donc une autre règle ou bien une autre clé, c'est que la personne doit être formée. Vous ne pouvez pas faire la pisciculture sans être formé. La formation n'est pas toujours obligée d'être comme la mienne, du genre 5 ans, 6 ans et tout ça, mais vous pouvez faire une formation pratique, peut-être d'1 mois ou bien de 2 mois. Ça va vous permettre d'avoir les éléments qui, qui vont vous aider à lancer votre entreprise avec sûreté. Il faut être toujours informé de tout ce qui entre dans la mise en place de votre projet, dans la constitution de votre projet, dans le développement de votre projet, dans l'extension de votre projet pour l'avenir. Donc, il faut avoir ces éléments-là.
Ça, c'est vraiment des priorités. Ensuite, il y a une autre clé que je dis souvent, c'est que il faut toujours se rapprocher de ceux qui ont déjà euh, euh, à faire leur preuve. Vous ne pouvez pas commencer votre projet piscicole si vous n'avez pas une personne comme un mentor, donc une personne qui doit vous aider à pouvoir réaliser votre projet. Et vous ne devez pas vous rapprocher des gens qui racontent et parlent seulement, mais il faut vous rapprocher de ceux qui ont eu à faire comme vous, qui ont déjà eu à gagner certaines expériences, qui ont déjà eu à faire leurs preuves en général. Donc, c'est sur cela que vous devez vous fixer pour pouvoir établir votre projet. Et maintenant, il y a une autre règle, c'est la dernière règle que je vais donner aujourd'hui. Cette clé, en fait, c'est celle de pouvoir avoir les intrants disponibles. Vous savez, la majorité des produits piscicoles, on les importe. On les importe. Et comme on les importe, on est dépendant. Ça veut dire que si on dit qu'on fait la pisciculture et qu'on importe encore les petits poissons dans les éleveurs et qu'on importe encore les aliments, ça devient très difficile de dire qu'on est en train de faire la pisciculture. Il suffit seulement qu'on bloque les frontières comme ça s'est passé en fait pendant la période du Covid. Lorsqu'on bloque les frontières, vous êtes déjà vraiment asphyxié, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, du coup, il faut vous rassurer que les intrants tels que les alevins, les aliments et les produits vétérinaires soient disponibles sur place. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas produire ça vous-même, vous devez vous rassurer qu'il y a une personne qui produise ça sur place avant de vous investir. Parce que lorsque les poissons ne mangent pas, ils se mangent. Donc, et s'ils se mangent, c'est une perte pour vous. C'est pourquoi il est important toujours de rendre disponibles ces produits sur place. Ça va vous permettre de ne pas dépendre de l'extérieur et de ne pas dépendre des crises comme celle qui s'est passée pendant la période du Covid. Donc, voilà quelques règles, en fait, quelques clés qui vous permettent de vous investir dans votre projet piscicole sans crainte. En combien de temps le poisson se développe-t-il? Bon, là-bas, ça dépend maintenant du nombre en fait, du type de poissons qu'on veut élever. Il y a les espèces de poissons qui s'élèvent et ça dépend aussi, j'allais oublier, du système que vous voulez utiliser. Dans la pisciculture, il y a plusieurs systèmes, donc je ne vais pas prendre tout ça parce que c'est juste comme c'est une interview, je vais vous prendre 3 systèmes simplement. Il y a un système qu'on appelle système extensif qui, en fait, là-bas, ne demande pas une grosse intervention de l'homme. Ça veut dire que vous faites juste des étangs ou bien un bassin, vous mettez du poisson à l'intérieur et après, bon, vous laissez le poisson se développer seul et vous n'avez pas besoin de venir tout le temps pour pouvoir travailler. Ça n'a pas besoin de trop d'intervention de votre part. À ce moment, l'élevage dure parce que ça peut faire 1 an, voire 2 ans. Maintenant, il y a un autre système qui améliore le timing, c'est le système semi-intensif. Ça veut dire que on ne laisse plus les poissons seuls, on les laisse. Il y a maintenant un apport de l'homme de près de 50%. Donc, l'homme vient maintenant agir sur la production de près de 50%. Du coup, si avant, il ne nourrissait pas dans le système extensif, il va nourrir dans le système semi-intensif, mais il ne va pas nourrir totalement. Il va nourrir peut-être de moitié. Donc, il va agir de moitié pour la production. Du coup, le timing qui était de 1 à 2 ans sera maintenant de 6 mois à 8 mois. Donc, ça donne quand même un temps réduit d'élevage et qui vous permet de pouvoir vendre vos poissons à un bon cycle régulier. Il y a un autre système qu'on appelle le système intensif. C'est ce système que nous on fait chez nous à Aquarium Industrie. C'est un système intensif qui vous permet de produire le poisson sur des périodes de 3 à 4 mois. À ce niveau, votre production en fait dépend totalement de vous. Si vos poissons ne mangent pas, ils ne peuvent pas manger. Si vous ne les nourrissez pas, ils ne peuvent pas manger ailleurs parce que ce n'est que vous qui leur donnez la nourriture. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher. C'est vous qui leur apportez le nécessaire pour pouvoir survivre. Donc, c'est un peu pour ça que les gens, comme ils savent que ça fait 3 à 4 mois, ils se déversent dans le système intensif. Mais l'erreur qu'il faut éviter, c'est qu'il faut toujours être présent et il faut subir la consommation du poisson parce qu'en ce moment, il ne mange plus seulement à un rythme irrégulier, mais il mange à un rythme régulier
adapté selon des pratiques piscicoles bien établies. Donc, c'est pourquoi le système intensif demande une précision dans le travail et une mécanisation de vos infrastructures. Donc, si vous avez la possibilité de rendre vos systèmes automatiques, mécaniques, vous essayez d'adapter ça là-bas. Donc, c'est un système vraiment qui est de plus en plus demandé en Afrique parce que le système qui était avant, c'était le système extensif. Parce que dans la production se fait de manière faible. Ça veut dire si vous avez un étang de 300 mètres carrés, 1000 mètres carrés, une personne va produire seulement 100 kilos. Or, avec 1000 mètres carrés, présentement, une personne peut sortir même 300 tonnes. Vous voyez, en système intensif. Or, c'est ça qu'on faisait déjà en Asie, en Europe et en Amérique. Donc, nous, en Afrique, il n'y avait pas encore vraiment ce développement-là. Vous voyez comme au Cameroun, la pisciculture est arrivée en 1948, pendant qu'en Chine, la pisciculture a commencé à moins de 2500 ans avant Jésus-Christ. Il y a un écart de près de 4500 ans entre cette période-là et notre période. Donc, ils ont en fait l'avance là. Et nous, on n'a pas besoin de vouloir copier ce modèle, mais c'est de prendre ce qu'ils ont quand même fait, puis essayer d'adapter ça d'une manière locale, de produire avec ce qu'on a. Si c'est que le système intensif, c'est le meilleur système pour produire en peu de temps, pour que tout le monde puisse manger un poisson produit en Afrique de qualité et en quantité, pourquoi ne pas prendre ce système intensif, adapter cela avec les infrastructures que nous avons en milieu local? C'est ce que nous on a fait et c'est pourquoi la majorité de nos bacs, nous on produit ça de manière locale et c'est sur cette base-là qu'on travaille. Donc, c'est sûr, comme je vous ai expliqué en résumé, système extensif, c'est 1 à 2 ans. Élevage et système semi-intensif, c'est 6 à 8 mois. Et l'autre maintenant en intensif, c'est ça qui est de 3 à 4 mois. Donc voilà en général le timing qu'on prend pour élever le poisson. Quelles sont les ressources nécessaires pour commencer une pisciculture? En gros, les 3 ressources que je pourrais conseiller à une personne d'avoir à son début, c'est d'abord la ressource humaine, la ressource matérielle, la ressource financière. Donc, ce sont les 3 ressources qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment lancer et grandir avec son projet piscicole. Pour que le projet soit rentable, en fait, nous, on commence nos investissements à partir de 300 000. Parce que nous, en réalité, on produit du poisson ici à partir de 35 000 francs. Donc, si c'est pour produire du poisson à partir de 35 000 francs, c'est possible. Mais si c'est qu'une personne veut prendre, produire, vendre, je préfère qu'il commence à partir de 300 000 francs. Donc, à ce moment, il peut produire, il vend, il mange et tout. Ça permet de pouvoir se faire un peu de revenus. Vous parlez de 300 000 francs CFA, c'est ça? CFA, exactement, CFA. Donc, ça, c'est pour ceux qui connaissent le franc CFA. Donc, il faut juste convertir pour voir en euros combien ça fait. Donc, pour nous ici, on a des investissements qui commencent à 35 000, d'autres de 70 000, d'autres de 150 000 francs CFA, d'autres de 300 000 francs et ainsi de suite. Et par exemple, avec un investissement de 1 million, on est capable de faire un bénéfice de plus de 500 000 francs. Donc, c'est un peu l'avantage de ça là-bas. Quels sont les types d'infrastructures adaptées pour la production de poissons? Il y a plusieurs types d'infrastructures. Déjà, je vais vous parler de quelques infrastructures qu'on a ici. On a les bacs, par exemple, les bacs hors sol. Les bacs hors sol, il y a plusieurs modèles. Ça existe une quantité. Donc, vous pouvez avoir les bacs hors sol en bâche circulaire, du genre avec du modèle en forme de cercle. Vous pouvez avoir des bâches rectangulaires selon les dimensions que vous voulez, déjà 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres, ainsi de suite. Vous pouvez avoir des bacs en bois, hors sol en bois, ça veut dire que c'est fabriqué avec du bois. Vous pouvez avoir un bac hors sol en béton, ça veut dire que c'est fabriqué avec du ciment, des agglos, du sable et le fer. Ça, c'est aussi un autre type de bac hors sol. Vous pouvez avoir des bacs hors sol, par exemple, en plastique ou bien en pyrociment. Donc, il y a plusieurs modèles, mais le plus important, c'est d'adapter la technologie qui s'y au mieux à l'environnement où on est. Si, par exemple, je suis dans un endroit où l'accès aux matériaux de construction comme le fer, le ciment, le sable est facile,
mieux je fais un bac hors sol en béton en sachant que c'est mon terrain ou que je vais utiliser définitivement pour la pisciculture. Si je sais que je ne vais pas utiliser ce terrain pour la pisciculture définitivement, je peux faire du bac hors sol en bâche, sachant que ça sera transportable. Et les bacs en bâche, par exemple, vous pouvez les avoir partout, je pense, partout. Donc, c'est vraiment possible. Donc, il y a aussi les infrastructures maintenant en sol, telles que les étangs. Les étangs, vous pouvez les avoir partout. Il suffit seulement d'avoir un cours d'eau ou bien d'être dans un bas-fond et vous pouvez facilement faire un étang. Euh, vous pouvez aussi avoir les cages flottantes. Ça veut dire que si vous avez un grand cours d'eau du genre un grand fleuve, une rivière très grande ou bien même la mer, vous pouvez construire maintenant des cages. Donc, ce sont des systèmes de bacs ou bien je veux dire quoi, des cages qu'on a fabriquées en forme de rectangle ou bien de carré et qu'on installe, qu'on met des filets autour et qu'on trempe dans l'eau en sachant que les poissons seront embarqués dans cet endroit-là, mais vivants dans le milieu naturel. Donc, il y a plusieurs types d'infrastructures. Donc, le plus adapté pour nous, c'est que lorsque vous êtes en sur-sol, lorsque vous êtes vous voulez faire la pisciculture sur le continent, donc sur le sol, vous pouvez utiliser les bacs hors sol et les étangs. Maintenant, si vous êtes en mer ou bien à côté d'un fleuve et tout, vous pouvez utiliser les cages flottantes. Donc, tout dépendra de vous et tout dépendra des moyens qui sont en fait accessibles pour vous facilement. Parlez-nous un peu du régime alimentaire de poissons. Quelles sont les catégories d'aliments a-t-on besoin pour nourrir les poissons et où on peut l'avoir? Oui, bon, pour nourrir les poissons, le plus adapté, il y a plusieurs catégories d'abord, j'aimerais comme signaler, comme tu l'as dit. Les catégories, c'est on a les aliments flottants, on a les aliments semi-flottants et les aliments non flottants. Les aliments non flottants, ce sont les aliments qui sont souvent très lourds, que lorsque on prend, on donne au poisson, l'aliment ne reste pas au-dessus de l'eau et ça descend. Donc le poisson ne pourra plus manger et du coup, ça va être du gâchis. Donc l'aliment qui est le mieux adapté pour la production, c'est l'aliment flottant parce que c'est un aliment qui flotte. Donc, du coup, quand les poissons sont rassasiés, ils peuvent venir manger après. Donc, c'est l'aliment le plus adapté pour la production, surtout en production hors sol. Parce que si vous avez un mauvais aliment, vous aurez des très fortes mortalités dans votre bac. Donc, il faut maximiser sur l'aliment flottant. Maintenant, où on peut trouver, c'est disponible dans beaucoup de pays en Afrique. C'est disponible dans presque tous les pays en Afrique. Et lorsqu'un pays n'a pas, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut importer, mais dans la perspective de produire ça sur place. Ça veut dire qu'il peut importer, mais dans la perspective de se mettre, de pouvoir être autonome, en fait. C'est l'idéal là-bas. Donc, si une personne est nous-mêmes, par exemple, lorsqu'une personne dit qu'il veut faire la pisciculture, ce qu'on fait, c'est qu'on rend disponible le produit avec une perspective de développement de son exploitation. Donc, en mettant en place une unité de production d'aliments. Donc, c'est ce que l'on fait. Donc, nous-mêmes, à Aquaring Industries, nous vendons des aliments. Du coup, si une personne a besoin des aliments, il peut nous contacter et on peut l'aider à pouvoir installer son unité ou bien il peut d'abord acheter chez nous et après, on va voir comment travailler sur son projet définitivement. So, quel est le nom de cet aliment, de ces aliments-là que les poissons mangent? Vous pouvez citer quelques noms? Oui, il y a plusieurs. Bon, pour l'instant, si je vous cite ça, en réalité, ça va juste être des marques importées connues. Bon, parce que les marques que nous avons nous-mêmes produites de manière locale, ce ne sont pas des marques connues. Mais moi, je suis adepte à la production locale. Donc, même quand on importe pour nous ici, moi, je n'importe pas ailleurs, j'importe plus en Afrique. Donc, j'importe au Nigeria, ici, qui est notre pays voisin. Souvent, quand on n'a pas, je parle comme ça, surtout quand on était en période d'importation, donc on prenait les aliments comme le Top Feed. On prenait Blue Ground, on prenait EcoFloat. Bon, ici au Cameroun, il y a d'autres personnes qui utilisent les aliments importés venant de la France, comme le Guessan, et maintenant de la Hollande, comme le Skritting. Et nous avons aussi à la France une entreprise qu'on appelle Biomar. Donc, ce sont des personnes, en fait, ce sont des exploitations étrangères qui
en fait, ont déjà une grosse main mise sur la production, sur la vente des aliments ici en Afrique. Mais du coup, il y a des producteurs qui sont là de façon locale, qui produisent, mais qui n'ont pas des aliments encore connus sur le plan international. Mais comme EcoFish, nous avons aussi pour nous Aquarium Feed Fish et tout ça. Mais ce sont les espèces, ce sont les aliments qui ne sont pas connus. Les aliments connus, c'est, comme je vous ai expliqué, Top Feed, Blue Ground, EcoFloat, Scrating, Bioma, Guessant. Il y a il y a encore d'autres marques que vous pouvez trouver, même sur Internet. À quel moment de la journée est-il important pour nourrir les poissons? Ça dépend aussi des espèces de poissons que vous êtes en train d'élever. Il y a des poissons qu'on dit les poissons de type diurne, il y a les poissons qu'on dit de type nocturne. Ça veut dire les poissons qui aiment manger beaucoup plus en journée, lorsqu'il y a la lumière surtout, et les poissons qui aiment manger lorsqu'il n'y a pas de lumière. Par exemple, le poisson chalocellule, lui, il aime manger quand il n'y a pas la lumière. Donc, on le nourrit souvent très tôt le matin et tard dans la soirée. Et les tilapias, c'est en journée parce qu'ils aiment beaucoup la lumière. Donc, vous voyez qu'en fonction des espèces de poissons, on peut élever maintenant et adapter cela une alimentation bien correcte. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas nourrir en désordre, sinon ça peut bousculer leur rationnement et leur habitude alimentaire. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a plusieurs autres espèces qui ont aussi leur façon, mais ce sont les deux catégories, soit diurnes, dont les poissons qui aiment la lumière et ça se fait en journée, ou les poissons nocturnes qui aiment beaucoup manger dans la soirée ou dans l'ombrage. Donc, c'est un peu ça. Comment vous joindre, M. Bollé? Par mon mail, qui est Marc, donc Marc, MARC, Boule, MBOULE, @aquariumindustrie.com. Donc, ça, c'est mon adresse email disponible pour pouvoir répondre à toutes les questions et même si une personne veut m'inviter quelque part, je serai toujours ravi. Donc, nous sommes là et toujours disponibles. Merci. Et quel est votre dernier mot pour les auditeurs, M. Boulay? Merci. Bon, merci aussi, M. Barry. Pour moi, en fait, ce que je peux dire, c'est que il ne faut pas que les gens puissent craindre de s'investir dans ce domaine. Ce n'est pas perdu. Il faut que les gens comprennent qu'il y a déjà la technologie disponible en Afrique. Parce que beaucoup de personnes se disent que c'est pas une technologie facile à avoir, c'est pas disponible en Afrique. Mais il faut que les gens sachent que c'est disponible en Afrique et qu'il y a des jeunes qui travaillent comme ça pour pouvoir développer ce secteur. On a besoin que les gens puissent investir dans ce domaine. C'est vraiment important, non seulement pour garantir notre sécurité alimentaire, mais aussi pour faire grandir notre économie. Donc, je dirais à tout le monde de s'investir là-dedans et de ne pas avoir peur parce qu'il y a des gens qui sont toujours là pour pouvoir vous aider à matérialiser votre projet. Donc, lancez-vous et OK, c'est tout ce que j'avais à ajouter, M. Barry. Merci, M. Boulay, pour une interview très instructive et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, M. Barry. Merci aussi. Merci à M. Boulay et merci à vous, mes chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Notre invité du jour était Marc Boulay. Je suis convaincu que vous avez certainement retenu des informations très intéressantes. Le Barry Media Show est là pour vous informer afin que vous preniez votre destin en main. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio pour que vous soyez informés de tous les épisodes à venir. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de partager vos sentiments et vos idées. Veuillez joindre le débat sur les sites sociaux Facebook, Instagram et Twitter sur @BarryMedias. Merci encore et à la prochaine.